Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sab Santé, kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée dans la rééducation périnéale. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'endométriose. C'est quoi l'endométriose? Comment ça se manifeste dans le corps des femmes? Quels symptômes on peut avoir quand on a de l'endométriose? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'endométriose? Si vous voulez les réponses à toutes ces questions, surtout, restez dans cette vidéo. L'endométriose est une maladie gynécologique, ça veut dire qu'elle touche quasi exclusivement les femmes. Elle a une prévalence, classiquement on dit d'une femme sur 10% de la population féminine. Ça pourrait monter à une femme sur 8, voire une femme sur 5 si on compte que les femmes en âge de procréer. Pourquoi c'est une maladie gynécologique? Parce qu'en fait, l'endométriose, ça vient du mot endomètre. L'endomètre, c'est l'intérieur de l'utérus, c'est la couche épithéliale à l'intérieur de l'utérus, c'est celle qui change au cours du cycle des femmes, c'est-à-dire que c'est une surface qui grossit, qui vient se gorger de sang, potentiellement pour accueillir l'anidation d'un œuf fécondé, d'un ovule fécondé, et quand il n'y a pas fécondation et nidation, et qu'il n'y a pas de grossesse en cours, s'ensuit du coup les règles, donc cet endomètre qui sort par des saignements par le vagin. Cet endomètre, il a des cellules d'endomètre qu'on peut retrouver dans l'endométriose partout dans le corps. Plus spécifiquement quand même dans le petit bassin. C'est là où on retrouve le plus de cellules de l'endomètre. Alors je dis cellules de l'endomètre, mais il y a des étiologies variables. On pourrait en décrire quasiment 10 ou 11. Les chercheurs sont sur le coup. Les dernières données de la science voient des corrélations entre le microbiote, mais aussi entre certaines bactéries. Les choses avancent, mais on ne sait pas exactement quelle est la vraie étiologie. On ne sait même pas s'il y aurait une seule et unique étiologie. Donc ces cellules qui ont soit migré de l'endomètre et qui ont muté pour s'adapter, donc qui sont semblables à celles de l'endomètre, soit qui se sont développées en dehors de l'endomètre, on appelle ça la théorie métaplasique, c'est-à-dire que des cellules souches seraient devenues des cellules de l'endomètre dans un endroit qui n'est pas destiné à être ces cellules, seraient aussi semblables à celles de l'endomètre. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ces cellules qui sont pas dans l'endomètre, elles suivent exactement le même rythme que ce que je vous ai défini juste avant. Elles suivent le cycle menstruel. En fait, elles sont sensibles aux hormones féminines et donc au moment des règles, ces cellules, elles saignent aussi. Alors, il y a plusieurs formes. Il y a des formes kystiques qui peuvent être très gros, avec plein de sang à l'intérieur. C'est impressionnant, mais ces formes-là, c'est pas celles qui font le plus mal parce qu'en fait, elles ont une enveloppe autour, bien lisse, qui fait que ça bouge dans le corps. Donc ça prend beaucoup de place, mais ça bouge. Ce qu'on veut éviter et ce qu'on n'apprécierait pas du tout, c'est que cette enveloppe se perd, c'est que du coup, il y ait du sang dans l'abdomen et dans le péritoine. Par contre, il y a d'autres formes d'endométriose qu'on appelle endométriose infiltrée. Et donc ces cellules semblables à l'endomètre s'infiltrent dans les fascias. Les fascias, je vous ai déjà fait une vidéo que je mets juste ici pour vous expliquer ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, ils sont blancs ou translucides. Mais quand ils sont atteints d'endométriose, ils deviennent rouges. Les cellules semblables à l'endomètre viennent se fixer dans ces fascias, vivent leur vie au travers du cycle, et quand ça saigne, à la limite à ce moment-là c'est inflammatoire, ça fait un petit peu mal, mais surtout après ça cicatrise, ça fibrose et ça vient coller les fascias. Et finalement c'est cette forme-là qui est la plus douloureuse au fur et à mesure, parce qu'en fait les fascias qui sont censés être des structures fluides et des structures coulissantes, en fait ce sont des plans de glissement, on appelle ça dans notre corps, elles glissent plus tant que ça et donc font des adhérences et des douleurs profondes. Alors j'ai parlé de douleur, donc on va venir sur les symptômes de l'endométriose. Moi j'aime bien définir 8 grandes familles de symptômes. Mais d'ores et déjà ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu qu'il y avait plusieurs localisations de l'endométriose, plusieurs origines de l'endométriose. Donc vraiment, chaque femme a son endo. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, chaque femme a son endo. Vous êtes toutes différentes, vous avez toute une expression de l'endométriose différente. Et même si vous vous reconnaissez chez certaines endo-girls, vous avez votre histoire à vous et donc votre chemin à vous. Donc, pour en revenir aux 8 familles de symptômes, on a les dysménorrhées. Donc les dysménorrhées, ça veut dire des douleurs pendant les règles. C'est le mot médical pour dire douleur pendant les règles. Quand on parle de douleur, on parle pas de crampes abdominales qui passent avec un petit Doliprane, etc. Non, non. On parle de douleurs qui sont chiffrées entre 7, 8, voire plus sur l'échelle visuelle analogique de la douleur. En tout cas, quand on vous dit 0, pas de douleur du tout, 10, la douleur la plus atroce que vous pensez pouvoir avoir ressenti, il faut être quand même assez haut. Et surtout,
que ces douleurs, elles impactent la qualité de vie. C'est-à-dire que vous ayez des difficultés à vous concentrer à l'école, que vous ayez des absentéismes à l'école, des absentéismes au travail. Ça, c'est vraiment signe que les douleurs impactent négativement votre quotidien. Et on peut se questionner sur le est-ce qu'il y a de l'endométriose. Alors, il y a d'autres choses qui font mal, hein. Il n'y a pas que l'endométriose qui fait mal. Je vais même plus loin. Quand on passe endométriose, de plus en plus, on pense à douleur. En fait, il y a des endométrioses qui ne font pas mal. Après, on a les douleurs pelviennes. Je vais quand même parler beaucoup de douleurs. Les douleurs pelviennes, c'est les douleurs dans toute cette sphère-là, dans tout le pelvis. On sait que 50% à peu près des femmes qui ont des douleurs pelviennes ont de l'endométriose. Et des femmes qui ont de l'endométriose, par contre, il y en aurait un tiers à peu près qui auraient des douleurs pelviennes. Alors vraiment, les chiffres, ils sont un peu tirés par les cheveux parce qu'on n'a pas d'études très claires. Donc c'est pour vous donner des exemples, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est des choses à considérer vraiment. Mais par contre, je peux pas vous assurer noir sur blanc que ces chiffres sont exacts au nombre près. Ensuite, on a les dyspareunies, encore des douleurs. Les dyspareunies, c'est des douleurs à la pénétration, des douleurs pendant l'acte sexuel. Alors ça peut être des douleurs d'intromission, en général qui viennent de façon plutôt secondaire, soit parce que vous avez un périnée hypertonique à cause des douleurs, soit parce que vous avez du vaginisme, mais ça s'est installé petit à petit. Par contre, il y a les douleurs au fond du vagin, les douleurs en profondeur qui sont très spécifiques de l'endométriose. En général, on va vous poser la question lors d'un examen clinique si les douleurs elles sont augmentées par certaines positions sexuelles, notamment celles qui vont un petit peu plus en profondeur. Donc l'amazone, quand la femme est dessus, un peu comme une amazone qui fait du cheval, c'est l'idée de cette position, ou en levrette. En fait, ce sont deux positions qui classiquement vont plus en profondeur, avec une verge qui va plus en profondeur dans le vagin et qui viennent taper sur les lésions d'endométriose. Je vous ai dit au début que les lésions d'endométriose, il y en avait beaucoup dans le petit bassin. Et un des endroits où il y en a vraiment beaucoup, c'est les ligaments utérosacrés. Donc les ligaments qui tiennent l'utérus au sacrum. Donc ça aussi, c'est très spécifique de l'endométriose. En tout cas, c'est des signes qui nous font dire il va falloir vraiment aller chercher s'il y a une endométriose. Dans les autres symptômes, gêne, douleur, spécificité, on a les dysuries et les dyschésies, donc les problèmes d'urine, de miction, les problèmes de défécation ou de selle. On dit cataménial, donc ça veut dire principalement au moment du cycle, au moment des règles et des menstruations. Donc des difficultés à faire pipi, des difficultés à faire caca, des douleurs, des gênes. Je vous renvoie sur des vidéos que j'ai déjà fait, comment bien faire pipi, comment bien faire caca. C'est vraiment des informations que je donne à mes patientes. Ces vidéos-là, je m'en sers pour mes patientes. Et essayez de voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes dans la normalité? Même si on n'aime pas ce mot, il y a quand même des choses qui sont physiologiques et normales. En fait, dans comment bien faire pipi et comment bien faire caca. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter ce que je dis, à essayer de le modifier. Et si ce n'est pas modifiable, potentiellement à consulter. Un autre point important qu'on retrouve fréquemment dans l'endométriose, c'est les difficultés à procréer. Je vous ai dit au tout début, même si je vous ai listé tout un paquet de symptômes douloureux, que toutes les endométrioses n'étaient pas douloureuses. Et en effet, c'est le cas. Il y a à peu près un quart, pareil, les chiffres évoluent parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont mises à jour, de patientes qui ont de l'endométriose qui auront des difficultés à procréer. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous avez de l'endométriose que vous aurez des problèmes à avoir un enfant. Il peut y arriver que vous ayez des difficultés à procréer, et il peut arriver même que vous découvriez l'endométriose au détour d'un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, parce que vous n'aviez pas de douleur. C'est là où, quand je vous dis vraiment chaque femme a son endo, il y a 8 grandes familles de symptômes, vous pouvez piocher dedans et pouvez aussi n'avoir aucun symptôme. Et on va finir par les deux derniers symptômes, donc la fatigue chronique, qu'on retrouve beaucoup avec la douleur chronique et la fatigue chronique en général, c'est lié, parce que le corps est pro-inflammatoire, il lutte en permanence, et aussi le déconditionnement physique, ça va avec la fatigue chronique, mais c'est parce que comme vous avez mal, vous ne faites pas d'exercice, comme vous ne faites pas d'exercice ou d'activité physique, vous avez d'autres pathologies qui se rajoutent, et on rentre dans un cercle vicieux de la douleur chronique, de la fatigue physique, de la perte musculaire, etc., qui fait que vous avez beaucoup de symptomatologies, finalement, pour lesquelles il y aurait des solutions. On ne va pas soigner l'endométriose. Malheureusement, à l'heure actuelle, que ça soit médicalement, chirurgicalement, en kinésithérapie, en ostéopathie, en faisant des exercices adaptés, etc., que les choses soient claires, on ne soigne pas l'endométriose. Pour l'instant, la médecine ne sait pas faire. Par contre, les gens qui travaillent dans l'endométriose ou qui accompagnent des patientes atteintes d'endométriose savent tous améliorer votre qualité de vie. Et c'est bien le mot-clé, améliorer votre qualité de vie, faire en sorte de gérer les douleurs chroniques, voire
de les diminuer, voire de les faire disparaître, et que vous soyez de mieux en mieux au quotidien pour vivre cette maladie, voire que même parfois vous puissiez l'oublier, parce que c'est tout à fait possible. En fonction du stade où vous avez, des lésions que vous avez, vous pouvez oublier l'endométriose. C'est possible. Maintenant qu'on a vu toute cette liste de symptômes, qu'on sait que ça peut faire mal ou pas, que ça peut fatiguer ou pas, que ça peut entraîner des difficultés à avoir des enfants ou pas, on sait que chaque femme en son ado, qu'est-ce qu'on fait? Donc le diagnostic, classiquement, il est posé lors de l'opération quand on va observer les cellules et qu'on dit oui, c'est bon, c'est l'endo. On va pas opérer toutes les patientes parce qu'en plus on sait que ça ne solutionne pas tous les problèmes. Donc on se repose sur l'examen clinique, sur ce que vous nous dites en fait. Si vous nous dites que vous avez des douleurs au rapport, surtout dans certaines positions, que vous avez des douleurs menstruelles, que vous êtes fatigué et que c'est difficile d'uriner pendant les règles, ça fait quand même beaucoup de cases à cocher et on pourra rentrer dans un traitement. Il y a quelque chose qui vient de sortir il y a quelques mois, quelques années, c'est le test, l'endotest. Il est de très bon augure, il fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'avec un prélèvement buccal, on sait si vous avez de l'endométriose ou pas. Donc ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Les tests sont en cours pour voir en fait si c'est un intérêt clinique, si c'est un intérêt pour vous, patiente, de tester le plus possible les gens et le plus tôt possible. Évidemment que factuellement, ça va avoir un intérêt. Maintenant, ce qui va être défini aussi, c'est la mise en place. Est-ce que c'est le médecin qui le prescrit? Est-ce que c'est le médecin qui le fait et du coup qui analyse les résultats et qui vous donne les résultats? Est-ce qu'on pourrait aller en pharmacie chercher ce test? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits papiers de la Haute Autorité de Santé ni dans les petits papiers de la Sécurité sociale. Je ne sais pas l'avenir. Mon avis de professionnel de santé qui accompagne au quotidien des patientes atteintes d'endométriose, je trouve que c'est un très bon outil qu'on sache oui ou non est-ce que c'est l'endométriose ou pas. Par contre, que ça soit un autotest à la maison, je trouve ça compliqué parce qu'en fait, vous pouvez faire le test parce que votre mère a mal, votre soeur a de l'endométriose, une cousine, etc. Et vous vous retrouvez avec un autodiagnostic alors que vous n'avez pas de symptômes. Et du coup, ça plante une petite graine dans la tête et ça vous met un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête alors que vous n'aviez pas de symptômes. Donc pour moi, c'est un super test, il va falloir le généraliser, mais ça serait bien que ça soit vraiment le médecin, les pros de santé qui vous accompagnent et qui vous donnent des solutions parce que avoir un diagnostic sans solution, finalement, ça va pas faire beaucoup avancer le schmilblick, comme on dit. Donc voilà. Et dans les solutions, elles sont nombreuses. Au niveau chirurgical, on a la possibilité de vous opérer, donc on va pas vous opérer à tout va. On va décider pourquoi on vous opère. Est-ce que vous êtes dans un parcours PMA? Il y a des choses qui bloquent, il faut les enlever pour permettre la procréation. Est-ce qu'il y a des douleurs? Il y a des lésions d'endométriose qui causent ces douleurs et dans ce cas-là, il faut les enlever pour enlever la douleur. Ça, c'est les deux indications chirurgicales. Médicales, alors médical, il va y avoir surtout les traitements antidouleurs, donc s'il vous plaît, prenez-les. J'entends trop souvent des patients me dire « je veux pas être dépendant des médicaments ». Mais vraiment, un Antadis, donc un anti-inflammatoire spécifique des règles, du Doliprane, du Codoliprane, quelques jours par mois pendant les règles, ça n'a jamais rendu qui que ce soit dépendant. Par contre, la douleur chronique, le fait d'anticiper la peur d'avoir mal au cycle d'après, ça, c'est pathologique au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il imprègne le fait qu'il va avoir mal et il préprogramme la douleur, en fait. Donc vraiment, quand on vous prescrit des médicaments antidouleurs, s'il vous plaît, prenez-les. On vous dit pas de les prendre à vie, on vous dit pas de les prendre tous les jours. Maximum une semaine, le temps des règles, et ça peut solutionner déjà pas mal de problèmes. Après, ce qu'on utilise le plus comme un médicament, c'est la pilule. La pilule contraceptive, dans le cas de l'endométriose, elle n'est pas là pour amener une contraception, bien que toutes les patientes sont différentes, donc certaines ont quand même envie d'avoir une contraception malgré l'endométriose, et comme je vous ai dit, c'est un quart des femmes qui ont des difficultés à procréer, mais ça en fait 3/4 qui n'ont pas de difficultés et qui peut-être ne veulent pas d'enfants, donc qui prennent la pilule. Mais cette pilule, elle devient un médicament parce qu'en fait, si vous vous rappelez au tout début de la vidéo, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Les cellules qui sont censées être dans l'endomètre et qui se retrouvent un peu partout dans le corps, elles saignent pendant les règles. Et donc c'est ça qui fait mal, c'est ça qui fibrose et qui entretient la douleur. Donc si on prend une pilule qui va faire des règles artificielles, voire qui va bloquer les règles, voire certaines mêmes pilules qui mettent sur ménopause artificielle, en fait ça permet de tout bloquer. En général, on va pas vous laisser, si c'est pas votre choix, à vie sous pilule. Mais certains traitements de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans vont permettre de stabiliser la maladie, de nous permettre de gérer les douleurs, d'arriver avec moins de douleur à une potentielle opération et de repartir sur des bonnes bases. Je comprends qu'on ne veuille pas prendre d'hormones à vie, je peux tout à fait l'entendre, mais il faut aussi entendre que parfois c'est une solution pour assécher les lésions, on va le dire comme ça, pour diminuer les douleurs et repartir sur de bonnes bases.
Et après, il y a toute la prise en charge qu'on appelle des soins de support, qui sont des soins pas à proprement parler, qui vont traiter l'endométriose, plus que ça on n'a pas, mais qui vont vous accompagner notamment dans la douleur, dans tout ce qui est douleur chronique. Donc en kinésithérapie, je sais qu'on est peu à être formé, mais par contre on a de réels outils. Si vous êtes kinésithérapeute et que vous regardez cette vidéo, il y a un lien en description de cette vidéo avec un e-learning que j'ai choisi que ce soit un e-learning pour vous amener le plus d'informations possible de la meilleure façon possible, c'est-à-dire de chez vous. Il est ouvert à tous les kinésithérapeutes, même si vous ne faites pas de périnéologie, pour être en capacité d'apporter des solutions à toutes ces patientes. Parce qu'en fait, quand on dit une femme sur 10, ça parle qu'à moitié, mais quand on parle de millions et de millions de patientes touchées par l'endométriose, on sait qu'on en a toutes dans nos cabinets et tous dans nos cabinets. Elles peuvent venir pour des douleurs lombaires communes chroniques, elles peuvent venir pour une douleur de genou, une tendinite, pour une douleur de hanche, pour une douleur d'épaule. Bref, les symptômes sont immenses et si vous éduquez votre réflexion et votre raisonnement clinique à se vous dire « et tiens, si c'était l'endométriose, et tiens, si je choisissais un axe où je redonne de la mobilité à mes tissus », vous avez fait vraiment 99% du job parce que vous avez déjà réfléchi à distance de juste elle a un lumbago, elle a une tendinite de genou, elle a une épaule douloureuse. Vous êtes allé chercher un petit peu plus loin et si jamais vous avez redirigé vers un kiné qui fera justement de la pelvipérinéologie et qui pourra solutionner les symptômes de la patiente. On sait que le périnée et le dos sont liés. Il y a assez d'études sur le sujet pour que ça soit plus un débat. Donc vraiment, si vous avez envie d'être sensibilisé à ça, la formation est gratuite pour vous puisqu'elle est en DPC, elle est en lien de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est quelques heures dans une vie, c'est de chez vous, de votre bureau, de votre canapé et ça va changer la vie de nombreuses femmes. Parce que vraiment, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais au-delà de ça, c'est que les femmes qui nous regardent, vous avez besoin de solutions pour gérer la douleur chronique. Parce que la douleur chronique, c'est une pathologie en soi. Oui, il y a l'endométriose, mais vient se surajouter la douleur chronique en fait. Une douleur, c'est censé être une alarme, un signal, comme l'alarme incendie de chez nous. Il y a le feu, ça sonne. Mais en fait, la douleur chronique, c'est que ça sonne tout le temps pour rien. Donc il y a un moment donné, mais vous vous inquiétez plus, les pompiers se déplacent plus, et le jour où il y a vraiment le feu, il n'y a personne qui fait rien. Donc il faut rééduquer le système de la douleur à sonner quand il faut et intelligemment. Et pour ça, donc, il y a la kinésithérapie. Les ostéopathes ou ceux qui travaillent en thérapie manuelle peuvent être complémentaires de la kinésithérapie. Il y a la diététique, on n'en parle pas assez, mais la diététique et notamment l'alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire est vraiment un soutien pour ces douleurs chroniques et pour l'endométriose en général. Et après, on a tendance à l'oublier, mais l'activité physique permet de gérer les douleurs chroniques, la fatigue chronique, on dirait pas comme ça, mais en fait bouger permet de mieux faire fonctionner votre corps. Et il y a des études qui ont même montré que le HIIT, les entraînements à haut intervalle, donc les trucs qui font 20 minutes mais où on envoie du bois, on saute partout, ça fait monter le cardio, étaient des très bons exercices pour normaliser le système de la douleur et pour vous aider à être plus en forme. Si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, si vous êtes kinésithérapeute, formez-vous. Ça ne sera pas perdu, vous verrez la quantité de patientes que vous serez capable d'accompagner. Si vous êtes patiente ou si vous avez des suspicions, que vous dites tiens, dans ce qu'elle m'a dit, je me retrouve beaucoup là-dedans. Vous pouvez dans un premier temps vous rapprocher effectivement d'un kinésithérapeute ou d'un ostéo, quelqu'un qui fait de la thérapie manuelle, pour vous aider à gérer les douleurs. Et surtout dans un deuxième temps, vous rapprocher d'un professionnel de la gynécologie, donc soit un médecin généraliste avec une capacité de gynécologie, soit une sage-femme qui fait de la gynécologie, soit un gynécologue qui fait de la gynécologie. Un gynécologue qui fait de la gynécologie, ça paraît bête, mais en fait, dans la gynécologie, on est médecin gynécologue, il y a les gynéco-mèdes, ceux qui sont médecins, il y a les gynéco-chirurgiens, et là-dedans, il y a des surspécialités, il y en a qui vont faire que la sénologie, que le sein, il y en a qui vont faire que la vulve, il y en a qui vont faire le pelvis, donc ils ont des spécialités, et il y a l'obstétrique. Et souvent, vous allez consulter soit un gynécologue med, donc médecin, qui a des connaissances de base sur l'endométriose, en fonction de son âge, parfois oui, parfois pas, mais qui n'est pas chirurgien, or la réponse médicale souvent elle est chirurgicale quand même, et des fois vous allez consulter celui qui a fait votre accouchement, donc un obstétricien. Et dans le panel des gynécologues, il y a plusieurs spécialités. Donc n'hésitez pas, si vous êtes face à un professionnel de santé qui n'a pas une réponse adaptée à votre plainte, changez-en.
Je sais que c'est dur, je sais qu'il y a des déserts médicaux, mais avec la visio maintenant, on peut avoir accès à des téléconsultations de manière plus facile, plus rapide. On pourra vous prescrire une échographie et un IRM pelvien qui sont les deux outils pour faire un diagnostic précoce. Les choses vont évoluer, donc des médecins généralistes, j'ose espérer, pourront prescrire des endotests, donc le test salivaire. Et à partir de là, vous rentrerez dans les rouages d'une prise en charge et j'espère d'un suivi. Mais souvent, les chirurgiens, quand ils vous ont opéré, ils ont nettoyé tout l'intérieur de votre péritoine, de votre ventre, ils disent il n'y a plus de lésions, maintenant je ne peux plus rien pour vous. Et c'est là où on entre en jeu, nous, kinésithérapeutes, parce que, en fait, quand il s'agit de qualité de vie, c'est vraiment notre métier de vous amener une meilleure qualité de vie. C'est ce qu'on fait avec tous nos patients, quelle que soit la pathologie. J'espère que cette vidéo vous a redonné espoir. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez ou si j'ai manqué de clarté. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.